Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui vous intéresse, toutes celles qui souhaitent entreprendre, qui est quelles sont les bonnes raisons pour entreprendre. On va le faire à deux voix avec mon invité du jour, qui est Thomas. Salut Ophélie. Mais avant de te présenter plus précisément, je vous invite à télécharger votre cadeau dans la description, les 6 secrets de votre liberté financière. Alors justement, Thomas, comment est-ce que toi, tu en es venu à te lancer dans l'entrepreneuriat, puisque ça fait plus de 20 ans que tu es entrepreneur, et quelles sont, selon toi, les bonnes raisons et tes bonnes raisons pour se lancer dans ce défi, ce challenge? Ah bah oui, bah, c'est plus qu'un challenge, hein. Pour moi, déjà, l'entrepreneuriat, il faut vraiment comprendre que, c'est un style de vie, tu vois? C'est pas un hobby, c'est pas un métier, c'est vraiment, ta vie. Il faut vraiment se le voir de point de vue plus global. Alors moi, historiquement, j'ai toujours eu un problème, avec, le système, éducatif, hein, et aussi le système, en général. C'est que je me suis jamais plu, à l'école, alors à l'université, tu vois? C'était très bien. Pourquoi? Parce que, bah, tu étais autonome, tout simplement. Et puis ensuite, chemin faisant, hein, j'étais en études, de psychologie, hein, option, du travail. En maîtrise, je me suis dit: «Bah non, je vais quand même pas terminer, psychologue, c'est pas possible». Enfin, rentrer dans le moule, ça me va pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai des convictions et une de mes convictions, principales, c'est que j'étais, joueur de jeux vidéo depuis, de mes 8 ans, j'ai jamais, décroché. Alors pas n'importe quel type de jeu vidéo, c'est vraiment le type de jeu vidéo, compétitif. Notamment ce qu'on appelle le versus fighting, c'est le jeu de combat style Street Fighter, tu vois? Les petits bonhommes, qui te tapent. Et bah, j'ai joué à haut niveau. Et en fait, si tu veux, pendant que j'étais étudiant, j'organisais de manière totalement informelle ce qui s'appelait les semaines de rêve. Alors une semaine de rêve, c'est quoi? C'est quand mes parents, partaient une semaine en vacances, moi j'organisais, 3 jours, de ski et ensuite 2 jours, de réseau, tu vois? Il vaut mieux le faire dans le sens là, parce que les réseaux à l'époque, tu vois, il y avait pas internet, c'est encore balbutiant. On se regroupait, c'était dans ma maison. Alors au début, c'était des copains, puis après les copains des copains avaient le droit de ramener des copains. Enfin, tu vois, c'est un joyeux bordel. Puis j'ai commencé par monter une structure associative. Je me suis dit: «Bon, voilà, on va créer des événements autour des jeux vidéo». Donc le première itération, de l'association, qui a maturé pendant, mes études. Et après, bah, j'ai complètement, cut, cette partie études pour être complètement, on va dire, jeté dans le vide, sans filtre, sans ressources, hein, ce qui m'a valu quelques petits problèmes familiaux quand j'ai annoncé à mes parents que, bah, je revenais. Et du coup, bah, en 2006, 1er événement autour des jeux vidéo. Donc c'était 25 personnes, à Metz, à 5 €. Pas de quoi en faire, si tu veux, un business, mais par contre, ça a permis, tu vois, d'itérer au fur et à mesure du temps. Plus gros événement que, j'ai géré 10 ans plus tard, c'était 15 000 personnes sur 10 000 m² au parc des expositions de Metz. Et puis par la suite, j'ai créé le plus grand circuit événementiel, de France, hein. Ça représente à peu près compétiteurs et 45 000, visiteurs. Et puis j'ai créé, si tu veux, à chaque fois, des entités pour créer un véritable écosystème autour de la bonne pratique, du jeu vidéo et aussi la promotion des sports électroniques. Alors, le e-sport, peut-être que vous avez entendu parler, peut-être que vous avez des enfants, qui jouent aux jeux vidéo et qui pratiquent l'e-sport, et c'est la pratique du jeu vidéo en compétition. Donc j'accompagne à côté de ça des équipes de haut niveau. On a été plusieurs fois champion du monde, notamment, sur Hearthstone, à Séoul en Corée du Sud ou à Arlington, aux États-Unis. J'ai managé la plus grande gaming arena d'Europe sur la zone, d'Amnéville, 2 500 m², d'équipement. Donc si tu veux, en fait, j'étais arrivé à un stade où tout allait super bien. J'ai démarré de zéro en assos. Comment tu transformes, le projet? Comment j'envie à deux trois personnes? Tu rencontres le product market fit et là, tu comprends rien. J'expliquerai ce que c'est. C'est quand tu rencontres vraiment ta proposition de valeur avec les clients. Tu as 50 appels entrants, par an. Tout réussit, on embauche 40 personnes, je monte 3 écoles e-sport. Et puis ce qui arrive, la Covid 2019, enfin 2020, on s'est battu et finalement, bah, je perds tout. Je perds absolument tous mes actifs, mais encore pire que ça, c'est que je perds tous mes actifs, que je suis endetté et en plus, bah, tu vois, caution solidaire, des banques, parce qu'après ils viennent te chercher, c'est-à-dire tu as signé le petit papier. Donc ça a été, hyper dur, mentalement, tu vois? J'ai même failli abandonner le côté entrepreneuriat. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de me reconstruire à travers le blog qui s'appelle thomas-guillaume.com, dont on parlera. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, tout simplement. Où je m'étais dit, tu vois, dans un autre univers, si je vais partager mon parcours, si je vais partager mes retours d'expérience, mes réussites, comme mes échecs, et surtout mes échecs, parce qu'au final, les réussites, on n'apprend pas grand-chose. Parce qu'en général, la réussite, c'est toutes les leçons que tu as tirées de tes échecs. Donc, si tu veux, c'est plutôt intéressant de voir comment tu tentes et comment, tu rediriges, le tir et tu progresses.
Bah, je m'étais dit: «Si j'avais partagé tout ça, bah, j'aurais pu me remettre, beaucoup plus rapidement en selle, quoi». Et là, globalement, bah, je me rends compte que, tu vois, j'ai relancé, Helios Gaming, tu vois? Donc je suis actuellement, président, de la structure. Relancé Proof of Concept, cet été, donc tu vois, vraiment, je redémarre de zéro, très, très dur. Mais aujourd'hui, tu vois, bah, je suis plutôt serein. Je décide de reprendre mes éducations comme si j'étais à zéro, tu vois? Je fais une table rase, j'ai lu une trentaine de bouquins, que ça passe du business à la psychologie, à la philo, à la nutrition, à la santé, à comment tu fonctionnes d'un point de vue, un peu de la biomécanique ou d'un point de vue psychologique. Et du coup, bah, j'ai lancé des challenges, assez fous. Tu pourras aller voir sur le blog le challenge Spartiate 300. Comment tu fais pour changer, du tout au tout, mais en ayant une vision vraiment globale, de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que c'est un style de vie, c'est que l'entrepreneuriat, il faut vraiment comprendre qu'il y a rien de, alors de ma perspective, il y a rien de plus pur. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, mentir, tu peux pas tricher. Parce que c'est-à-dire que tant que tu gagnes de l'argent, ça veut dire que tu as raison. Tu vois pourquoi? Parce que l'argent, c'est ni plus ni moins que la valeur que les autres vont pas te donner, sur ce que tu fais. Et quand tu en perds, et ben c'est quelque part, tu as tort. Mais j'aime bien cette notion, c'est Oussama Hamar qui le dit: «C'est l'argent que tu perds, c'est le prix de la leçon que tu mérites». C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme si tu investissais, dans une super, université. Bah, en fait, tu l'investis directement dans tes actifs qui correspondent à tes entreprises, mais en même temps, ça va constituer, ton apprentissage. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que, tu vois, jusqu'en 2019, au moment où la boîte cartonne, je n'étais jamais présent au niveau de ma famille. J'avais négligé, si tu veux, ma pratique, sportive, et j'avais commencé à rentrer des tas de mauvaises habitudes, hein. Tu vois, c'est les fameux apéros, les fameux after work, les machins. Et puis résultat, bah, quand la crise arrive, bah, tu bois encore plus d'apéros, tu bouffes encore plus n'importe quoi, et puis tu deviens une loque, et puis à un moment donné, tu te dis: «C'est pas possible, quoi». Et en fait, aujourd'hui, et quand tu es entrepreneur, tu vois, c'est ça qui est fort, c'est que tu as la maîtrise, quelque part, de ton emploi du temps. Tu peux aussi te laisser happer par le système et complètement te déréaliser à travers ton entreprise, que quelque part, c'est ton bébé. Et ben, en fait, aujourd'hui, tu cales des routines physiques, tu cales des routines nutrition, tu améliores ton sommeil, et tu vois? Et je vois vraiment l'entrepreneuriat comme étant une pratique, de haut niveau, et une pratique sur laquelle, tu dois, compléter, tous les autres aspects de la vie. Tu vois? L'entrepreneuriat, c'est l'aspect business. Tu vois? Comment tu génères, des revenus. Tu dois développer ton aspect, physique, tu vois? Tu dois développer ton aspect mental, c'est ce que tu apprends, ce que tu écris, et ton réseau social, tu vois? Qu'il soit professionnel ou personnel, et c'est comme ça que tu arrives à être complet en mettant 4 routines par jour, mais chaque jour, il faut que tu mettes en place. Donc voilà un peu, si tu veux, où j'en suis. Déploiement du proof of concept, hein. J'ai appris à faire, sans équipe, sans argent, sans rien, et tu vois, j'utilise cette crise pour pouvoir, me relancer, et c'est là que j'ai remarqué une chose. Souvent tu le dis, tu sais, ceux qui réussissent, enfin, tu voilà, tu as une assise financière, et cetera, et puis quand, les personnes te disent: «Bon, voilà, bah, maintenant si c'était à refaire, tu ferais la même chose en 6 mois». Alors ça, c'est de la bullshit totale. C'est-à-dire qu'en gros, tu maîtrises rien. C'est-à-dire que, tu vois, je me suis dit: «Bah, allez, si c'était à refaire en 2019, je ferais comme ça». Bon, alors effectivement, j'ai eu l'opportunité de le refaire, ça n'a pas du tout marché. Donc c'est-à-dire qu'en gros, l'entrepreneuriat, c'est une très, 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 très belle leçon d'humilité, et d'ailleurs, tu le remarqueras aussi, je ne sais pas si tu l'as remarqué, c'est que, la réussite, elle dépend pas que de toi, elle dépend d'énormément, de facteurs, que tu maîtrises pas, et c'est très, très, très dur déjà d'avoir une réussite. Alors, réussir 2 fois, c'est encore plus dur, et tu remarqueras que les serial entrepreneurs, il y en a vraiment très peu. Oui, en effet et du coup, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que ça permet vraiment, d'illustrer, on va dire, les bonnes raisons, Mmh. justement, pour lesquelles se lancer dans l'entrepreneuriat. On va dire, il y en a des bonnes et des moins bonnes. Mmh mh. La première, c'est, cette volonté, de se créer une vie sur mesure et d'être capable de le faire, de pas attendre que quelqu'un nous suscite les bonnes idées, nous amène, des solutions toutes faites. Mais c'est l'idée de se dire qu'on peut, créer des solutions pour les autres. On peut partager et prendre plaisir à partager et là, je vois pas mal de personnes qui sont un peu égocentrées, qui ont du mal, à partager parce qu'être entrepreneur, c'est donner. C'est contribuer et créer de la valeur chez les autres avant tout et c'est comme ça que ça va créer de la valeur chez nous et dans nos boîtes. Il faut commencer par réfléchir à quels sont les besoins et les aspirations de l'autre, plutôt que uniquement, les siennes. Donc il faut apprendre à ne pas tourner uniquement autour de son petit nombril et c'est ce que tu disais, c'est plutôt une belle, leçon d'humilité. Ça permet de grandir et d'apprendre un peu plus chaque jour.
c'est apprendre et se remettre en question, parce que être entrepreneur, bah, c'est pas rester figé dans ses certitudes, c'est pas rester sur un seul marché, c'est pas avoir un produit et penser qu'on va vendre que celui-là toute sa vie. C'est véritablement, c'est véritablement évoluer tout au long de sa vie et s'autoriser à se transformer et puis, bah, c'est apprendre à bien s'entourer, et voilà, impacter positivement la vie des autres, parce que c'est ça aussi qui va nous tirer vers le haut et que, bah, tout seul, on n'y arrive pas et je vois plein de personnes aussi qui ont du mal à se lier et à aller vers les autres. Oui, en fait, c'est le partage. Si tu veux, l'entrepreneuriat, c'est toujours né, d'une conviction. Alors pour mon cas, il y a 2 raisons qui ont fait que j'entreprends, c'est que j'ai entrepris et que je continue à entreprendre. C'est que déjà, j'ai des convictions fortes, chose, c'est-à-dire que j'ai envie de partager, les projets à un maximum de monde et ensuite, deuxièmement, moi, j'ai la chance d'être joueur et j'applique tout ce que j'aurais voulu avoir, il y a, 30 ans et que le marché n'a jamais offert. C'est-à-dire que je fais en même temps mon persona et en même temps, c'est, le partage parce que si tu écoutes, pas, si tu es pas à l'écoute des autres, ça peut pas marcher. Bah, la plupart des gens se disent: «Oh putain, il faut vraiment, faut que je trouve la niche, faut que je trouve la niche, je trouve la niche». Mais en fait, si tu veux, la niche, c'est pas toi qui l'as choisie. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est tu as une hypothèse et cette hypothèse, c'est, tu vas faire des carrés bleus. Tu vois? Tu te dis: «Ouais super, je vais mettre en place, mes carrés bleus». Tu trouves une première personne qui est intéressée par tes carrés bleus, puis le mec qui va te dire: «Je veux faire des ronds verts». Tu vois? Mais alors toi, tu te dis: «Mais non, mais j'ai pas du tout envie de faire des ronds verts». Mais en fait, c'est que lui a identifié que tu avais les compétences à travers tes carrés bleus pour lui faire ces ronds verts. Et si tu continues tes carrés bleus, là, tu vas directement droit à l'échec, quoi, tu vois? Parce que c'est que il faut répondre aux besoins des autres par rapport à tes compétences. Tu vois? C'est ça qui est vraiment, important, quoi. Oui, cette nécessité d'adaptation et ça, à partir du moment où on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut être OK pour s'adapter en permanence et sortir de l'illusion de la maîtrise de sa propre vie. Oui, effectivement, en réalité, tu maîtrises pas grand-chose. C'est-à-dire que, et ça, c'est la philosophie, je l'apprends très bien et particulièrement la philosophie stoïcienne. Et ça, je l'avais pas compris à l'origine et ça a créé, beaucoup de frustrations. C'est qu'en fait, tu maîtrises, tout ce qui est, à toi, tu vois? Ce que tu mets dans ton corps, comment tu décides, bah, tu vois? Ce que tu lis, tu maîtrises, comment tu bouges, tu maîtrises, tu vois? Par exemple, tu as ton idée. OK, bah, c'est bien, tu la maîtrises, sauf que dès lors que tu la partages avec quelqu'un, bah, ça y est, tu perds la maîtrise parce que tu sais pas comment la personne en face va être réceptive par rapport à cette idée. Donc c'est pour ça qu'on dit: «Tu maîtrises seulement ce que tu fais et après tu maîtrises ta réponse aux événements» et en réalité, il faut être à l'aise avec ce niveau, si tu veux, d'équilibriste parce que, tu vois, les éléments récents nous montrent que quel que soit l'endroit du monde dans lequel tu es, il peut y avoir des cataclysmes. Il peut y avoir des crises, non anticipées et cette illusion de stabilité, elle n'existera pas. Donc il faut apprendre à, appréhender ce changement. Tu vois? Ça, c'est vraiment important. Et puis une autre chose que je vois aussi, alors c'est plus marqué chez les femmes, c'est la notion de sécurité. Il y a pas mal de personnes qui vont vers l'entrepreneuriat, on va dire suite à un burn-out ou, on va dire une situation de saturation dans leur environnement professionnel, qui sont relativement basses en énergie, qui sont en recherche de sécurité et là et ben, c'est difficile parfois, parce que, on a l'illusion, notamment du fait qu'on est libre de tout dans l'entrepreneuriat, mais on est surtout libre de choisir la manière dont on organise notre temps, ce qu'on fait. On n'est pas libre de maîtriser les retours qu'on aura et quelque part, souvent, ça vient appuyer, sur un sentiment d'insécurité et notamment les insécurités financières. Ouais. Faut véritablement, être à l'aise avec ce sujet-là avant de se lancer dans l'entrepreneuriat pour pas se retrouver plombé. Bah, c'est surtout que l'entrepreneuriat, ce que j'appelle, ça s'appelle le extreme ownership, c'est-à-dire c'est, la responsabilité, maximale, de ce qui t'arrive. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu es entrepreneur, tu as plus de filet, de sécurité. C'est-à-dire que le moindre stylo, c'est toi qui le payes. Tu vois la différence quand tu es salarié, tu arrives dans une boîte, si tu observes autour de toi, les murs ont été construits, tu as un bureau qui a été payé, par ton employeur, tes fournitures ont été payées, les lignes téléphoniques, les abonnements, enfin, tu vois, c'est caviar, hein, quelque part, hein, tu es cocooné. Si tu es déjà, hein, si tu veux, dans une situation, de fragilité, tu pars en burn-out, l'entrepreneuriat, c'est encore plus dur. C'est-à-dire que tu vas devoir gérer, l'intégralité de tous les autres aspects. Les aspects, financiers, ensuite c'est les aspects, bah, comment, tu vends, ton projet, bah, déjà comment tu le construis, comment tu trouves, tes clients, et partenaires. C'est-à-dire que, tu vois, quelque part, ne plus avoir de patron, mais du coup, tu en as plein des patrons, clients, et tes fournisseurs.
et tes prescripteurs. Et après, c'est comment, tu vois, tu grandis, ton réseau. Donc c'est énormément, de responsabilités, mais il faut apprendre à être à l'aise avec ça parce qu'au final, plus tu vas être, responsable de ce que tu fais et plus tu appréhendes ce niveau, d'insécurité, plus tu deviens libre parce que tu deviens, si tu veux, en capacité d'appréhender des problématiques de plus en plus grosses et de plus en plus importantes, hein. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, quand tu es tout seul, effectivement, au début, tu as peu de charges. Bon, déjà, il faut sortir un salaire, il faut te sortir suffisamment, de ressources, annuelles, tu vois, pour t'en sortir, tu vois? Parce que ton niveau de charge par rapport aux rentrées. Mais plus tu vas progresser dans ton projet, ça fait que rajouter des zéros et ton besoin en fonds de roulement, il devient de plus en plus énorme, hein. Bah, c'est-à-dire que tu auras toujours, de toute façon, ces problématiques, mais qui vont grossir avec le temps. Et donc c'est là où, l'approche, holistique est hyper importante. C'est que, tu dois, mettre en place tous les outils, pour, gérer ton niveau d'énergie dans la journée, gérer ton niveau stress, dans la journée et ça passe, par l'activité physique, par l'alimentation. C'est comprendre, comment toi tu fonctionnes. C'est ça qui est beau, mais l'entrepreneuriat, ça doit pas être une fuite. Parce que la plupart du temps, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est tu es au chômage, tu te dis: «Tu as 2 ans, voilà, super». Et ben, sauf qu'une boîte, ça se monte pas forcément en 2 ans, tu vois? Tu en as quelques-uns qui vont réussir parfois en 6 mois. Mais la vérité, c'est que ça va peut-être prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu en sais rien, tu vois? Jusqu'à ce que tu trouves ton market fit. Et en fait, j'aime bien, parler de ça parce qu'en entrepreneur, c'est quoi? C'est tu dois gérer constamment, bah, c'est constamment des problématiques, hein. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que la tranquillité, la sérénité, tu l'as quand tu commences à te dire: «Et bah, ouais, tu vois, les épreuves, les problématiques et bah, c'est ça que je kiffe parce que ça va m'apprendre à devenir meilleur». Tu vois? C'est pas chercher à fuir. Oui, il faut apprendre à être à l'aise dans l'inconfort, j'aime bien dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, à force de sortir de sa zone de confort, quand on devient entrepreneur, trouver des solutions quotidiennement, pour ses clients, pour soi, sur tout ce qui arrive dans nos entreprises et bien finalement, on développe, une somme de talents et de compétences, qu'on n'était pas capable d'imaginer au démarrage quand on a lancé notre business et qui font qu'on est à l'aise dans des situations extrêmement complexes qui sont devenues extrêmement simples pour nous. Mais ça, c'est en parcourant, justement, ce parcours et avec l'expérience qu'on y arrive et c'est pour ça que j'aime bien dire qu'en fait, on devient entrepreneur. À la base, on l'est jamais. Oui, exactement. Puis tu as rien qui te prépare à l'entrepreneuriat, hein. Même si tu as des formations en école de commerce, même si tu as une carrière, je veux dire, tu es pas prêt à ce qui t'arrive. C'est-à-dire que mais d'un autre côté, il faut pas avoir peur. C'est que la vie, c'est l'inconnu et du coup, l'inconnu, tu, l'appréhendes justement, en résolvant progressivement des situations, des problématiques et après ça devient ton environnement, on va dire, normal. C'est quelque part après, c'est même, quand tu résous rien, tu deviens enfin, en tout cas, pour ma personnalité, tu vois, tu es un peu triste, quoi. Mais il faut savoir que quand tu es sincère, authentique, tu vas attirer, des gens, comme toi, dans des domaines différents que tu aurais jamais rencontrés par ailleurs et qui, eux, vont avoir des visions sur le monde, tu vois, absolument incroyables. Des gens qui vont te permettre de faire sauter des barrières, sur lesquelles tu aurais jamais imaginé, quoi. Oui, c'est le meilleur moyen d'ouvrir son horizon et de créer des opportunités dans sa vie quand on a l'impression un petit peu de ronfler. Il y a quand même beaucoup de personnes qui aujourd'hui ronronnent dans leur environnement professionnel et qui se demandent comment attirer à elles la chance et les opportunités. Ben, c'est en faisant d'autres choses, c'est en Mmh. pensant autrement, en se mettant dans des environnements différents et en lançant des projets qui font réellement sens pour eux et pour elles. Et justement, quand on dit entrepreneur, voilà, les sujets qui sont extrêmement importants, c'est véritablement notamment quand on vient du salariat, hein, c'est de revoir son rapport au temps, à l'argent et au travail. Parce qu'il y a des choses qui véritablement nous plombent et ça, je le vois chez beaucoup de personnes. Il faut les taper là-dedans à un moment pour réussir à décoller. Le fameux «il faut travailler dur», non, mieux vaut être persévérant, quel est son mode de travail, c'est ce que j'appelle son chronotype. C'est ce que tu disais, on a tous des manières différentes de fonctionner. Comme toi, je suis quelqu'un, qui a beaucoup de bouillon. Moi, j'ai beaucoup besoin de me dépenser pour être efficace dans mon business et il faut que je commence par ça même. Pour, voilà, pour, développer, une productivité maximale derrière donc voilà, on peut tout avoir dans la vie, il faut s'autoriser à le faire et ça, quand on vient justement du salariat, bah, souvent, on s'autorise pas à le faire parce qu'on avait des horaires de travail et qu'on pensait qu'il fallait travailler de, 8 heures à 17 heures. Or, c'est pas ça qui fait que vous aurez forcément, des résultats dans le business. La même chose, parler d'argent, être libre sur ses tarifs, s'autoriser à réfléchir les choses différemment et à pas, facturer à l'heure mais à la valeur. C'est des choses qui paraissent complètement extraterrestres quand on vient du salariat et notamment de milieux dans lesquels on parlait pas d'argent. Bah, c'est notamment, le cas pour des personnes, par exemple, qui bossaient, dans le public où, bah, c'est pas des sujets qu'on évoque librement et sur lesquels on s'autorise à négocier,
ouvertement. Et ça, c'est essentiel aussi d'être complètement à l'aise et OK là-dessus parce que sinon, bah, vous risquez de ne pas gagner un rond, dans votre business. Et puis, bah, on le disait aussi, c'est savoir gérer son temps, c'est savoir être focus sur les choses qui vont rapporter. Parce que la même chose, il est très, très facile de s'éparpiller, de vouloir faire parfait dans sa communication, dans ses offres pour finalement mettre son temps sur des choses qui ne produiront jamais rien. Bah, c'est surtout qu'on a tendance à s'attaquer à ce que j'appelle au grain de sable. C'est-à-dire que, tu vois, au début, quand tu es primo-entrepreneur, il faut apprendre à sortir, de ce cadre-là parce que personne ne va te dire comment il faut faire, et en plus, alors ça enfin, et ça, c'est un des pièges, enfin, en tout cas, une des, si tu veux, des points de vigilance, c'est que l'entrepreneuriat, tu es devenu une cible pour les gens qui veulent te vendre des trucs et sur lesquels tu as pas besoin, tu vois? Alors que toi, tout ce que tu as besoin au début, bah, c'est déjà vendre. Mais il faut déjà vendre, si tu veux, ta proposition de valeur et puis il faut trouver une idée et puis, alors, du coup et les gens se focalisent sur le grain de sable, tu vois? Genre une idée. Tu vois, ils se disent que cette idée, ça vaut quelque chose, mais l'idée, ça vaut que dalle, hein. Enfin, tu vois? Pas ça, il faut le savoir, hein. C'est que la plupart des gens osent pas parler de leurs idées de peur qu'on les pique. Ah ouais, franchement, globalement, oui, pour que je te pique ton idée, parce que moi, je ne saurais pas quoi en faire. Le seul truc qui va compter, c'est, l'exécution de ton idée, tu vois? Et dans cette exécution, après, ils veulent avoir une communication parfaite. Alors, tu vois, ils commencent à trouver des logos, puis à réfléchir sur la couleur du logo et puis après, sur le site web, à réfléchir sur le nom de domaine. Enfin, tu sais, c'est des pertes de temps, permanentes. Tout ça, c'est important, mais c'est important en phase 2. C'est-à-dire que tant, que tu n'as pas eu, de transaction d'argent et d'ailleurs, moi, j'aime bien, faire en sorte, bah, comment dire? Pour les gens, que j'accompagne, tu vois? Et que j'aide, hein, parce que je le fais à côté, hein, je partage volontiers mes retours d'expérience. C'est que, tu vois, ne cherche ni à te former, sur la comptabilité, ni à comprendre sur les systèmes juridiques. C'est tu as une idée, OK, bah, tu vas trouver quelqu'un qui va te payer tout de suite. Mais là, vraiment tout de suite. C'est quoi la version, 24 heures, de ton projet? Et tu vas chercher. Parce que, les gens, il faut savoir qu'ils font pas ce qu'ils disent, hein. Bah, alors ça, c'est de beau retour d'expérience, si tu veux, parce que j'ai été aussi dirigeant d'une start-up. On avait, 340 000 € de capital. Alors tu vois un peu le truc, quoi. Et quand tu vois qu'à la fin, on lance des études de marché, bon, c'est encore des erreurs, tu fais jamais d'études de marché, tu vois? Tu le fais seulement après, tu vois? Une fois que tu as validé, le concept. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as rien prouvé, tu n'as rien prouvé. C'est que des hypothèses sur lesquelles tu sais même pas, sur lesquelles tu vas être à l'aise. Et là, comme tu l'as dit, tout à l'heure, ce qui est important, c'est, de rencontrer des gens, de faire des choses avec des gens. Mais à la limite, ne cherche même pas de cofondateur parce que là, c'est vrai que tu as aussi l'entrepreneuriat, en termes de solopreneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les nouveaux outils qu'on a, on peut commencer à générer énormément de valeur, tu vois, en étant tout seul. Mais il faut pas oublier que tu as aussi les boîtes classiques, qui marchent très bien. Tu as aussi la startup qui a un autre modèle, mais sur lesquels, si tu veux, quand tu as peur de te «lancer» entre guillemets, bah, il faut sortir, il faut aller voir des gens. Mais le plus important, c'est de valider cette première re transaction d'argent, tu vois? Et ne pas perdre ton temps à: «Ah ben les gens ils vont me juger», ou alors, parce qu'on va dire: «J'ai une réputation». Mais ça, c'est très, très franco-français aussi, hein, puisque, ben, quand tu es entrepreneur, la première chose quand tu vas avoir une structure d'accompagnement entrepreneurial, dès que tu as passé la porte, en fait, c'est qu'on te demande un business plan. Ah oui, oui, non, alors ouais, Et bah du coup, alors il faudrait que tu aies la fin de l'histoire. C'est comme en gros, le livre avec le résumé du livre bien accroché à la fin, alors que tu as même pas le début de l'histoire. Et ça, je le sais parce que moi-même, j'ai dirigé des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat et j'ai beaucoup baigné dans ce milieu-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est complètement has-been, parce que, bah, il vaut mieux démarrer très, très léger et commencer, comme tu disais, à tester et à trouver des gens parce que sinon, bah, tu sauras jamais, en fait, si ça intéresse à réellement quelqu'un. Tout le monde, au démarrage, va dire: «Ah, c'est très bien». D'ailleurs, fuis les gens qui disent: «Ah, c'est très bien». Va plutôt vers des personnes qui vont envoyer des critiques constructives, c'est-à-dire plutôt toi et moi, des gens qui en sont déjà passés par là parce que le: «Ah, c'est très bien», ça te fait pas évoluer finalement. déjà, ouais, voilà, bah, là, tu as cité un autre piège, hein, les structures d'accompagnement. Alors la plupart des structures que je connais, hein, 99,999%, il faudrait pas les stats exactes, les mecs ont jamais monté de boîte de leur vie. Donc si tu veux, en fait, ils sont restés sur des principes qu'ils ont étudiés, qu'ils comprennent, complètement rincés et qui servent à rien. C'est-à-dire que en gros, ton business plan, tu le fais quand tu as déjà prouvé un marché. Avant, on parle même pas de ça. En fait, si tu as même pas été capable de générer de l'argent par toi-même, ne parle même pas de business plan, ça sert à rien. Tu vois? Si tu vas voir un comptable, le comptable, il va te dire: «Ah bah, attention, il faut, tel type de montage et tout», tu vas voir que ça va te coûter des milliers d'euros, mais oui, et ça va te faire peur. Tu vas voir un avocat pour savoir comment faire, le mec qui va te dire que rien n'est possible, parce qu'au niveau de la loi, rien ne sera possible. Donc de toute façon, perdu pour perdu, vas-y, tu vois? En fait, si tu veux, l'entrepreneuriat, c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté, tu sais, pur, brut, c'est-à-dire, tout est renvoyé, directement, dans la baffe, quoi.
Parce que c'est-à-dire que si tu provoques pas, de réaction, c'est soit, entre guillemets, c'est que tu t'es posé sur les mauvaises choses, tu vois? Toutes les choses qui te font perdre du temps, apprendre des nouvelles compétences, c'est très bien, tu vois? Mais c'est comme j'ai dit en préambule, tu le fais en parallèle. Si tu génères jamais d'action, ça marchera absolument pas. L'entrepreneuriat, en vrai, c'est super simple, hein. C'est tu vends quoi, à qui, combien, voilà, donc c'est le 1 cas. Et puis après, bah, c'est, si tu veux avoir si tu veux vraiment du feedback, ce que tu fais, c'est tu vas pas voir les structures d'accompagnement entrepreneuriat, tu vas directement voir les entrepreneurs et n'aie pas peur de voir même les plus gros entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur est forcément passé par là et les entrepreneurs entre eux, se reconnaissent très facilement. Tu serais surpris, bah, non, toi, tu as peut-être dû le contacter, mais tu vois, au début de ma carrière, j'étais vraiment surpris de voir à quel point j'arrivais très facilement à matcher avec les numéros un de boîte, quelle que soit la boîte, et à quel point j'arrive pas à matcher avec les directeurs généraux de boîtes parce que c'est pas leur boîte, parce que c'est des salariés. Et là, tu rentres dans une autre catégorie. Si tu veux du feedback, tu vas voir un entrepreneur et probablement le mec, tu vas lui poser ton idée et il va te dire: «Bah, j'en sais rien, tu as combien de clients?» Et toi, tu vas faire: «Oh, bah, je veux un rapport sur mon idée». Il fait: «Ouais, mais moi, je suis pas ta cible. C'est, le truc que tu me présentes, moi, ça me parle pas». Je fais: «Par contre, va voir des gens, qui ça parle», tu vois? Et ils vont peut-être même te donner des pistes en disant: «Ouais, bah, tu vois, le truc là, va voir tel ou tel groupe de personnes, mais si tu viens me reparler, je veux que tu aies des clients, sinon ça sert à rien», tu vois? Oui, oui, et c'est très important de faire attention aux personnes à qui on en parle. Alors moi, je l'avoue parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi et je le fais toujours avec un grand plaisir de prendre 1 heure avec chaque personne Mmh. pour envoyer. Alors moi, par contre, c'est de la critique constructive, hein. Je suis bruit des décoffrages, je suis comme et je vais tout de suite pointer, la perte de temps, d'énergie et ainsi de suite, donc ça se court un coup. C'est souvent des personnes avec qui je travaille après dans la durée aussi parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, elles ont gagné un temps absolument fou et généralement, elles viennent pas me voir, justement pour que je leur dise que tout va bien et que, on est dans le monde des bisounours, hein. C'est plutôt pour, leur, renvoyer un avis éclairé de quelqu'un qui en est passé par là, qui a accompagné des milliers de personnes qui en sont passées par là et qui regarde les choses différemment, qui va tout de suite aller, vers le faisceau, sortir le sabre laser pour aller au bon endroit. Bah, c'est ça, exactement, parce que le temps, bon, tu le sais, voilà, le temps, c'est plus que de l'argent, hein, c'est pas juste de l'argent, c'est vraiment, plus que d'argent. C'est la seule denrée au monde, que tu perdras jamais, quoi que tu fasses. Même le plus riche du monde ne peut jamais, racheter, du temps et surtout, une bonne personne qui accompagne, c'est quelqu'un qui va te mettre des baffes dans la tête. Pourquoi? Parce que, tu as besoin de feedback, tu as besoin d'apprendre et ce qui se passe, c'est que, le fait de te prendre des coups dans la tête si tu reviens, c'est que tu commences à être fait pour ça, tu vois? Parce que, derrière après, là on a parlé que du début, mais ensuite quand tu commences à générer de l'argent, tu vas t'attirer, enfin de tout ce qui brille. La France pour entreprendre, c'est quand même un pays alors autant en mentalité, bon voilà, on a encore, beaucoup de quoi faire. Autant par contre dans les dispositifs existants, on est un des pays plus faciles au monde, dans lequel à entreprendre. Ça, il faut quand même le savoir, hein. Je veux Oui dire. et c'est précieux d'avoir ce temps pour lancer des projets au Ouais. démarrage. Exactement et le temps, en fait, dis-toi bien, enfin, en gros, bah, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, le temps, tu l'as pas et il faut vraiment aller, plus direct et ça va impliquer, de se prendre énormément de rejets. Pas de nombre de portes dans la gueule que je me suis pris, le nombre de gamelles, il est juste, hallucinant, quoi. Mais c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est que tu peux avoir tort, 1000 fois, il suffit d'avoir raison une fois. Ça, déjà, le premier point et ensuite, deuxième point, si tu as 100 portes qui se ferment et ben, tu en ouvres une 101e. C'est que en gros, ce qui est important, ça va être ta détermination et ça va être ta capacité à constamment, tu vois, toujours continuer, toujours continuer. Alors à bien différencier, alors oui, ça aussi, l'entêtement, tu vois? Genre je t'ai parlé, de mes carrés bleus, tout à l'heure, tout le monde me demande des ronds verts, ne t'entête pas à faire des carrés bleus et c'est pour ça que les vrais bons entrepreneurs, les vraies bonnes personnes qui t'accompagnent, bon globalement, ils vont me dire que ton projet, c'est de la merde. Parce que la plupart des idées, elles sont toutes pourries, hein, mais par contre, si tu veux, pourquoi l'exécution est importante, tu vois? Si je te dis, je vends des cailloux en cage, tu vas me dire: «C'est quoi cette idée de merde?» Bah, ouais, mais sauf que ça s'appelle Petroc et ça fait 20 millions quoi, tu vois? Parce que tu as un gars qui a réussi à brander et à vendre des cailloux en cage. Voilà, c'est-à-dire que tu ne peux pas savoir quelle idée, va fonctionner et surtout la plupart des idées, farfelues, elles paraissent évidentes, quand tu commences à avoir une adoption de marché, forte. Internet en 99, tout le monde nous jetait des cailloux à la tête, hein. Résultat, ça a créé les plus grosses boîtes du monde. Oui, tout comme tout le monde pensait que le télétravail ne prendrait jamais hop, et Covid qui est passé par là. Ouais, hop, ouais, alors des années de négociations avec les partenaires sociaux et hop et en 24 heures, tu arrives à foutre toute la France au télétravail. Tu vois? L'humain est quand même incroyable, quoi. Mais je rebondis sur ce que tu dis,
Parce que tu as un côté, que c'est vrai souvent les entrepreneurs n'ont pas, en tout cas les primos, c'est cette, notion du temps et cette notion, d'urgence. C'est-à-dire que quand tu es, dans l'entrepreneuriat, c'est constamment un sac de sable, troué, tu vois? Et il faut constamment, tu vois, le remplir au fur et à mesure. Mais au début, tu veux, bah, c'est toujours pareil, c'est que si tu fais rien, ton temps, il est juste perdu et ça, il faut que tu trouves le plus vite possible, le moyen, d'apporter ta valeur aux autres. Et alors là, justement, il y a beaucoup de mythes autour de l'entrepreneuriat. Alors dans les fameux mythes, il y a le fait qu'on se ferait tout seul. Ah non, je Ouais. suis désolée, justement, je vois que c'est un gros problème chez pas mal de personnes. Vous ne savez pas vous connecter aux autres. Il est essentiel, d'aller vous connecter à plein de personnes et vous savez jamais par où ça va arriver et c'est ça qui va, créer les opportunités dans votre vie et dans votre, business. Le fait qu'on gagne beaucoup tout de suite. Alors il y en a qui ont le mythe, on va dire, de l'entrepreneur avec la grosse bagnole. Alors ça non, hein, au démarrage, il va falloir injecter pas mal de temps, d'énergie, d'argent. Vous allez beaucoup vous manger les dents. J'aime bien dire aussi qu'il faut devenir une balle rebondissante, hein, quand tu deviens Mmh mh. entrepreneur. C'est-à-dire que tu vas tomber plusieurs fois, faut apprendre à te relever et à rebondir plus haut, et à ramasser tes dents et ton ego, puisque, ben, il va falloir t'adapter et c'est ça qui sera certainement le plus puissant des, enseignements. L'idée selon laquelle, justement aussi, bah, on serait libre de tout. Maintenant, en fait, on est surtout libre, de choisir la manière dont on on focalise notre temps, notre énergie, notre argent, mais bah, en fait, on va avoir aussi, pas mal de contraintes dans l'entrepreneuriat et on est absolument pas libre de tout. Bah, non, on n'est pas libre. Après, les mythes, il y en a tellement que voilà, je saurais même plus les débunker, quoi. C'est-à-dire que déjà, de toute façon, le plus gros mythe, c'est de croire ce que les gens disent. Donc déjà, c'est le premier temps. C'est-à-dire que quand tu fais ton étude de marché, ils vont te dire: «Ouais, voilà, c'est génial» et puis résultat, ils achètent pas. Le seul truc qui compte, c'est la transaction d'argent. Donc tu vois, c'est pour ça que valider l'idée, c'est hyper, important. Ensuite, ce qui est important, c'est que l'entrepreneuriat et alors ça, c'est vrai que ça fait mal à l'ego des gens, mais la plupart du temps, c'est du bol. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais pas si tu vas pouvoir réussir et surtout, tu sais pas à quelle échelle. Par contre, le seul truc que tu sais, c'est que si tu fais rien, tu es sûr d'échouer, tu vois? Donc c'est-à-dire que, il va falloir être consistant, continuer, 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 quels que soient, les éléments et peut-être un jour ça va marcher parce que tu vas avoir des renversements de marché. Il faut beaucoup travailler, mais c'est pas beaucoup en mode, titan de l'effort, tu vois? Parce que travailler 72 heures par semaine, je veux dire, à part être un workaholic et justement pas être efficace, hein, parce que si tu veux, tu as quand même les rythmes, hein, circadiens, les rythmes biologiques, de sommeil et cetera. Quand tu te testes, bah, tu sais que tu peux être à peu près, productif vraiment à fond sur les tâches créatives, c'est quoi? 2 à 3 heures par jour, maximum. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est important, c'est pas la quantité de travail que tu fournis, ce qui est important, c'est l'intensité que tu fournis pendant que tu travailles. Tu vois, il vaut mieux être 2 heures hyper intensif, hyper focus, qu'être, 8 heures larvé dans ton fauteuil, tu procrastines un petit peu par-ci, tu enverras les news par-là. Enfin bon, un gros mythe, c'est l'idée, ça aussi, hein, ça, c'est la plupart des débutants que je rencontre, c'est qu'ils pensent que vraiment leur idée, elle est absolument géniale, qu'il faut protéger l'idée, mais en fait, ça vaut que dalle, quoi. Quand tu as une idée, ça vaut rien. Bah, ça, c'est l'ego, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est apprendre à comment dire? À ravaler, ton «ego» entre guillemets, mais quelque part après tu vas pouvoir, prouver, que tu peux apporter de la valeur au monde, quoi. Oui, tout comme cette idée de protéger l'idée, alors moi aussi, ça je l'ai vu parce que pendant des années, j'ai vu des gens qui arrivaient dans mon bureau et qui voulaient à peine me parler de leur projet, même s'ils voulaient être conseillés quand même, c'est assez rigolo d'ailleurs. Ça donnait lieu à des situations assez cocasses et ça, bah, oui, comme tu disais, c'est avant tout une question d'ego, puis c'est le fait qu'en fait, on vit dans sa bulle, parce que, Oui. il y a quelqu'un d'autre qui a eu des idées assez proches et c'est même, j'ai envie de dire, souvent quelque chose qui est assez défavorable, parce que c'est aussi une manière de voir les concurrents comme, quelque chose, comme un système, d'attaque, donc des gens avec qui il ne faudrait pas, commencer à travailler. Moi, la première des choses que j'ai fait quand j'ai monté, mon business, c'est que j'ai regardé toutes les personnes qui avaient des compétences proches des miennes et je les ai contactées. J'ai jamais vu un concurrent ou une concurrente comme un concurrent ou une concurrente. En fait, on est tous différents, on a tous des choses à s'apporter et on a des partenariats à mettre en place avant tout. Oui, bah, exactement. Ça implique aussi d'identifier ses marchés. Est-ce que tu es sur un océan bleu ou un océan rouge? C'est vrai que c'est cette notion qui est importante à transmettre, je pense, moi, à tes auditeurs. C'est la notion d'océan rouge, c'est quand tes clients potentiels ont conscience, qu'ils ont un besoin. Tu vois? Typiquement, demain, je veux me lancer dans l'immobilier, heu bah, ça risque d'être compliqué dans la mesure où si tu as déjà un système qui est bien construit et cetera, je vais avoir du mal, moi, pour moi, à créer de la valeur, quoique tu peux encore innover, hein, dans ces systèmes, hein. Tu prends Tesla par rapport au niveau de l'automobile.
je veux dire, à lui tout seul, en 10 ans, il est plus capitalisé que l'intégralité des autres constructeurs. Et après, tu as l'océan bleu. L'océan bleu, c'est la situation dans laquelle toi, tu veux être en tant qu'entrepreneur. C'est quand tu as des clients potentiels, mais qu'eux n'ont pas conscience qu'ils ont besoin de ton produit, tu vois? Donc tout l'enjeu est de réussir à trouver cette niche, mais en même temps, ce que je disais, au niveau des niches ou autres, et c'est exactement ce que tu as fait, c'est que imagine, bah, demain, je lance un service de coaching. Typiquement, déjà, moi, je suis habillé en noir, j'ai mon petit logo Helios, j'ai une vision assez punch, enfin, tu vois? Bah, ça sera pas la même chose, qu'un autre coach. Donc c'est-à-dire qu'en gros, déjà, ce que tu vas transpirer dans le même domaine, ah ouais, on est, éventuellement, on est compétiteurs, éventuellement, tu vois? Mais on n'est pas vraiment concurrents. Enfin, c'est pour ça que j'aime bien le côté de confrères. Et puis, sinon, moi, ce que je fais, tu vois? Bah, typiquement par rapport à Helios Gaming, il faut savoir que je fais jamais de veille concurrentielle. Je regarde pas parce que, je préfère être acteur, tu vois? Proposer, mes concepts et ensuite, me focus sur mes clients. C'est-à-dire que quand tu as trouvé ton marché, tu te focuses uniquement, sur tes clients pour qu'eux soient satisfaits. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder leurs compétiteurs. Ils disent: «Ah oui, il a lancé un nouveau produit». Alors toi, tu t'empresses, de le copier, mais en fait, tu as peut-être copié un truc qui marche pas, quoi, et tu le sais pas. Je suis assez d'accord avec toi et ça, c'est préjudiciable à pas mal de personnes. C'est un peu, l'effet objet brillant du marketing et ainsi de suite. C'est qu'à force de regarder ce que font les autres et ben, on s'autorise plus à être authentique, à faire des trucs qui partent de nos tripes et ils répondent à 100 à des clients qu'on chuchote et ça, bah, en fait, c'est la recette pour avoir un business durable et c'est pas plus compliqué que ça. Bah, en fait, c'est ça, affirme ta singularité. J'ai un retour d'expérience de boîte, tu vois, qui scale et qui est à l'international, où j'ai pu gérer et manager des équipes. Je me prends une grosse gamelle dans la gueule, bah, tu vois, je le cache pas, tu vois? Je dis: «Ouais, effectivement, financièrement, bah, c'était compliqué, hein, parce que c'était la ruine». Résultat, je me suis construit à partir, d'activités, physiques, de nutrition, tu vois? J'ai des routines, hyper strong. Et tout ce que je dis, tout ce que je transmets, c'est tout ce que j'ai appris, hein. C'est-à-dire que j'ai appris, j'ai testé, j'ai itéré. C'est des questionnements, des retours d'expérience que je partage, au niveau de mes équipes. Et ça, la manière dont je construis le chemin, tu vois? On est plusieurs acteurs sur le gaming et l'e-sport, mais si tu fais appel, à Helios, c'est parce que tu veux le concept Helios, tu vois? Et même aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, de plus en plus, c'est l'identité de marque, notamment sur les cultures un peu, start-up, c'est, l'entrepreneur qui ressort. Pourquoi tu achètes du feed? Je sais pas si tu connais la marque, d'Anthony Bourbon? Bah, c'est parce que le mec, il a été à la rue et il s'est construit et il s'est dit: «Bah, voilà, si j'étais pas entrepreneur, je serais mort à l'heure d'aujourd'hui». Enfin, tu vois? Et lui, il a une revanche sur le monde et sa culture d'entreprise, c'est un peu le Vegeta de l'entrepreneuriat parce que, bah, il a une revanche à prendre, sur le monde, mais il veut apporter de la valeur. Oui, oui, toujours être authentique. Et oui, aussi, je le vois chez les entrepreneurs, il faut pas que l'argent soit votre seul levier de motivation. Il faut avoir une vision un peu plus grande des choses, faut réaliser les choses parce que ça fait sens pour vous. Au-delà de ça, même si c'est un sujet sur lequel il faut aussi être très à l'aise de parler d'argent, dans son business. On le disait, donc du coup, les bons conseils, pour quelqu'un qui a décidé, voilà, d'avoir un business, qui fonctionne. Prendre le temps, apprendre, bien s'entourer, être authentique, s'autoriser à avancer, s'autoriser à échouer et rebondir pour s'adapter. Déjà, si vous passez tout ça, vous avez, à peu près plus de chances de réussir, que 99 des gens. C'est ça, c'est-à-dire que la motivation première, si c'est l'argent, bah, déjà, il faut définir, hein, c'est quoi beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent? En fait, tu te rends compte que tu fais très bien avec peu d'argent. Si tu génères plus d'argent que coûte ton style de vie, tu fais partie des riches. Maintenant, si ta motivation première c'est uniquement l'argent, fais trader, tu vois? Tu as des systèmes, financiers qui te permettent, bah, très facilement de générer, bah, des revenus, beaucoup plus que l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, tu peux vraiment générer, beaucoup d'argent. Mais ça implique déjà, d'être passé par toutes ces étapes, d'être passé par une boîte mature, d'avoir réussi aussi un exit, parce qu'après il faut être à l'aise, et c'est ce qu'on disait, tu peux pas tout réussir tout seul. On a parlé un peu, tu vois, des indépendants, des solopreneurs, mais c'est-à-dire qu'après, tu vois, typiquement chez Hello, je suis pas tout seul, hein. Moi, j'ai un associé, sans lui, j'arriverais rien à faire, quoi. Pourquoi? Parce que, j'ai des points forts et lui, il a des points forts et c'est comme ça que tu te développes. Et après, bah, tu grandis à bord parce qu'après pour te développer, tu as besoin d'argent, donc il faut que tu ouvres ton capital, donc tu fais rentrer des actionnaires. Par contre, en ce faisant, et bah, ce qui va se passer, c'est que tu perds entre guillemets «un peu de pouvoir», mais du coup, est-ce qu'il vaut mieux avoir un petit pourcentage d'une boîte qui vaut des millions? Ou plutôt qu'avoir un gros truc? Parce que ça aussi, les gens au début se disent: «Ouais, c'est ma boîte, c'est mon bébé, 100 mais 100 d'un truc qui vaut rien», tu vois, tu feras pas grand chose, quoi.
Tu peux générer des leviers beaucoup plus, forts à terme si tu arrives à faire, des exits, mais ça doit pas être ta seule motivation parce que le truc, c'est qu'il faut avoir l'expérience aussi de faire des exits et comme on l'a dit, au début de l'entretien, réussir une fois, c'est déjà, difficile. Alors réussir 2 fois, 3 fois et c'est aussi ça aussi qui parfois est un peu frustrant, c'est que, tu peux avoir des entrepreneurs aguerris qui ont réussi dans les années 2000, sauf que au plus aucun conseil aujourd'hui ne marche aujourd'hui parce que tout a changé et tout changera tout le temps. Donc tu vois? Et ça, c'est aussi une chose que je voudrais rajouter, peut-être pour conclure, sur Ouais. notre interview justement, c'est qu'il faut se méfier, on va dire, des recettes toutes faites et des gourous du web et de cette notion de, formule miracle, de méthode miracle, d'outil qui va tout régler, puisqu'en fait, ce qui fonctionne pour les uns ne fonctionnera jamais pour les autres. Donc il y a des principes intemporels qui fonctionneront toujours dans le business, qu'il vous faut voilà, en fait, mettre à votre sauce quelque part pour développer quelque chose qui vous ressemble et qui ressemble à votre communauté, votre clientèle, qui satisfait pleinement leurs besoins. Donc ne tombez pas dans ces fameux pièges du marketing, après qui vont, peut-être vider votre énergie, votre temps et en tout cas votre portefeuille. Du coup, je te remercie, de tes précieux conseils. Où est-ce qu'on peut te retrouver, sur le web? Où est-ce que tu partages, ton expérience? Bah, je partage sur mon site, perso, c'est, thomas-villaume.com et puis, bah, comme tu dis, belle conclusion, bah, pour conclure et pour donner du courage, bah, à tes auditeurs, hein, c'est tu fais tout ce que tu peux, d'où tu es et ce que tu as. Voilà, il y a pas besoin de plus. Je te remercie, je vous dis à très bientôt et je vous invite à remplir le petit questionnaire que vous trouverez, dans la description de cette interview pour me faire part des prochains sujets que vous aimeriez qu'on évoque chez Frico Femina. À très bientôt Thomas et merci encore. Bah, encore merci pour l'invitation, c'était un plaisir.